Tout d'abord, je voudrais remercier Laurent Coulon, le directeur de FAO, pour l'opportunité qu'il me donne ce soir de vous présenter les travaux que je dirige donc dans le désert oriental égyptien. Le Wadi Abou Soubeira est une vallée sèche, orientée est-ouest, qui débouche sur la rive orientale du Nil, à environ 15 km au nord d'Assouan, et qui permet de rejoindre la mer Rouge en empruntant un réseau de wadis successifs de même orientation. En 2012, une concession archéologique a été accordée par le Conseil suprême des Antiquités pour entreprendre un travail d'inventaire et de documentation de manière à appuyer les équipes égyptiennes dans leur travail de protection de ce site qui est menacé par l'extension de mines de minerais de fer appartenant à des compagnies privées. Ce site, ou plutôt ces sites, sont pourtant d'un intérêt scientifique majeur. En effet, sans discontinuité, ce sont plus de 50 millénaires d'occupation humaine qui sont représentés ici. La mission franco-égyptienne dans le Wadi Abou Soubeira est gérée et financée principalement par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Elle est le fruit d'une collaboration entre l'IRD, le Conseil suprême des Antiquités et Aix-Marseille Université. Le choix qui a été fait est celui d'une équipe réduite de moins de 10 personnes, composée de quelques spécialistes français et égyptiens, encadrant des étudiants en thèse sur l'art rupestre. Ceci nous permet d'être mobiles et flexibles sur le terrain. Les conditions de travail y sont en effet exigeantes, du fait de la difficulté d'accès et de l'étendue de la surface à couvrir. Sur le terrain, nous sommes une sorte de noyau dur, si je puis dire, constitué de moi-même, d'Adel Kilani, senior inspector à la direction des antiquités d'Assouan, et de Maxence Bailly, liticien, spécialiste de la préhistoire récente à Aix-Marseille Université. La mission autour du Wadi Abou Soubeira est à l'heure actuelle la seule mission archéologique française dans la région d'Assouan. Il y avait plus de 100 ans qu'aucune mission française n'avait travaillé à Assouan. La première mention de vestiges dans le Wadi Abou Soubeira date des années 1930, par Meuret, qui y découvre une station rupestre, depuis enregistrée sous le nom de Casse 1, ainsi que la présence d'un Clayton ring, c'est-à-dire une céramique néolithique tubulaire, tronconique, elle se trouve ici, voilà. Donc tronconique, tubulaire, sans fond, de moins de 20 cm de haut, qui est la plupart du temps associé à un couvercle circulaire perforé, comme on le voit ici. L'usage des Clayton Rings n'est pas connu. Murray note également la présence d'épandages lithiques paléolithiques. Il n'y a pas d'autres informations sur les lieux avant 1981, lorsque l'équipe de Fred Wendorf, qui travaille dans le Wadi Koubania, de l'autre côté du Nil, sur l'autre rive, effectue quelques prospections dans le Wadi Abou Soubeira pendant ses jours de congé, et découvre le site d'occupation paléolithique moyen E81-2, qui se trouve ici. Ce site sera publié en marge dans un petit chapitre qui lui est consacré dans la monographie sur le Wadi Koubania. En 2005, le Aswan Komombo Archaeological Project, dirigé par Maria Carmela Gatto, retrouve CAS 1 et découvre une autre station prédynastique, CAS 2. Voici l'emplacement de CAS 1 donc en limite de la carte. Les deux stations sont situées dans un diverticule sud du Wadi Abou Soubeira, près de son embouchure. L'exploration du lit majeur ne commence qu'avec les travaux d'Adel Kilani en 2006, puis pour les parties les moins accessibles avec l'équipe franco-égyptienne en 2013. Sept missions ont eu lieu depuis, au rythme d'une campagne par an. La 8e, prévue pour février-mars 2020, est en cours de préparation. À l'heure actuelle, deux concessions mitoyennes sont actives, celle qui incombe à Adel Kilani et son équipe, en bleu, donc marquée ici en bleu, près de l'embouchure du Wadi, à l'ouest, et celle que je vais présenter aujourd'hui à l'est, donc ici en rouge, avec son extension récente en jaune. Un certain nombre de problématiques étant communes aux deux concessions, une relation de collaboration et d'amitié s'est liée entre les deux équipes. Une publication conjointe des résultats concernant le rupestre prédynastique est en cours de préparation sous forme d'une monographie commune. La concession dans laquelle nous travaillons est vaste, avec 32 km², soit un rectangle de 8 km sur 4,
avec depuis 2018 une extension de 2 km² à l'est. Elle est centrée sur le lit majeur du Oise, qu'on voit ici, mais intègre également différents diverticules au nord et au sud, qui sont inscrits là en vert, ainsi qu'un affluent plus important, le Wadi Oucht, ici, qui a une orientation nord-sud. À l'extrémité est de la concession, la vallée s'élargit considérablement, on peut le voir ici, au confluent avec un wadi perpendiculaire, le Wadi Kraïti. Celui-ci circule du nord au sud et permet, par sa branche nord, de rejoindre Komombo sans passer par la vallée. Deux types de vestiges sont retrouvés au cours de nos prospections, les gravures rupestres et les faits archéologiques qui sont constitués de structures et de matériel. Je voudrais consacrer quelques minutes à une présentation générale de ces vestiges liés aux structures et au matériel, avant de me concentrer sur le rupestre, toute période confondue, puis centrer sur l'iconographie prédynastique en particulier, et y faire un focus sur une des thématiques qui est représentée. Depuis le début des travaux dans la concession Est, 124 stations archéologiques ont été découvertes. Il s'agit de structures en pierre, comme on en voit ici, de tombes, ici une tombe sous tumulus, et d'après le matériel qui affleurait en surface, il y a des os humains, des céramiques, mais aussi des petits morceaux de cuivre. Il s'agit d'une tombe qui a pu être datée du tout début de la XIIe dynastie, donc à l'époque pharaonique. Nous avons aussi des épandages lithiques, comme on en voit ici. Il s'agit là d'un épandage lithique de la période épipaléolithique entre le 11e et le 9e millénaire, qui se caractérise par un matériel débité sur des nodules de quartzite, comme on voit ici, donc des microlithes, des toutes petites pièces. Nous avons encore des ateliers de débitage ou des céramiques le plus souvent isolées. Ces vestiges ont été datés du Middle Stone Age, le terme consacré dans l'archéologie africaine pour le paléolithique moyen, l'équivalent du paléolithique moyen en Europe, qui couvre la période de moins 280 000 à moins 50 000 BP. Ça, c'est pour les vestiges les plus anciens, jusqu'à l'époque contemporaine, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, il n'y a pas d'artefact pour le late paléolithique, donc le terme dans l'archéologie africaine pour le paléolithique final, dans la concession orientale. Il y en a seulement dans la concession occidentale, celle d'Adel Killen. Je voudrais revenir un petit peu sur le Middle Stone Age, parce que c'est une période sur laquelle portent des enjeux importants pour l'archéologie africaniste à l'heure actuelle. Donc je vous montre ici deux objets qui sont caractéristiques lithiques de cette période-là, un biface, ici, et un shaping tool au-dessus. Je vais essayer. Alors, les problématiques à l'heure actuelle de l'archéologie africaniste et du Middle Stone Age interrogent en particulier la sortie de l'homme moderne, Homo sapiens, d'Afrique, et sa diffusion sur toute la planète. Les témoignages de cette période dans le Wadi Abou Soubeira soulèvent trois problématiques qu'elles pourraient contribuer à éclaircir. Le premier est l'impact sur le peuplement humain ancien des pulsations humides qui sont liées à la remontée vers le nord de la mousson, donc le rapport homme-climat à des périodes très anciennes. Le second concerne ce qu'on appelle le débitage nubien. Le débitage nubien est une variante du débitage levallois utilisé pour façonner des outils de pierre. Il peut être considéré comme un marqueur de la diffusion d'Homo sapiens. Le débitage nubien, comme le débitage levallois, sont présents sur les plateaux du Wadi Abou Soubeira. Le wadi constitue un des points les plus au nord de ce débitage nubien, et donc ces lieux recèlent parmi les plus anciennes traces d'Homo sapiens en Égypte. Trouver des traces aussi anciennes dans cette vallée est tout à fait intéressant dans le cadre de la sortie d'Afrique des Homo sapiens. Bien que relativement au nord, par rapport à la corne de l'Afrique, le foyer initial de l'Homo sapiens, c'est un axe de transit envisageable pour des groupes qui auraient été en route vers l'est, donc qui auraient transité par le Wadi Abou Soubeira pour se rendre dans le Sinaï ou en Arabie. Voici d'autres vestiges lithiques. Ici, vous avez sur la planche, sur la photo du haut, des vestiges, des objets taillés de l'épipaléolithique, donc 11e, 9e millénaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces objets proviennent d'une même station et que dans cette seule station, nous avions déjà 6 matières premières différentes. Vous pouvez le voir aux différentes couleurs des pierres ou à la nature des pierres qui sont utilisées ici. Donc une grande variabilité dans les matériaux dans lesquels sont taillées ces pierres.
Nous avons ici l'illustration d'un autre type de débitage, plus tardif, ce qu'on appelle le débitage laminaire, un débitage sur lame. Et ici, un objet assez étrange, qui a une forme qui rappelle celui du papillon, ou du nœud papillon, comme on veut, selon les chercheurs, et qui, lui, serait plutôt à placer dans les périodes néolithiques. Nous avons trouvé aussi dans des vestiges plus récents du matériel de mouture, ici l'époque romaine. Vous avez une meule et sa molette, donc qui permettent de broyer soit des céréales, soit des pigments de couleur. Je vous ai dit qu'il y avait du fer dans les parages, soit parfois des insectes. Et puis ici, un vase retrouvé en place, un vase d'époque médiévale tardive, dont vous voyez le très bon état de conservation. Un autre vase a été retrouvé au cours de nos travaux qui a présenté un intérêt particulier. Il s'agit d'un vase peint. Vous voyez ici les photos du vase et là le dessin de ce vase. Cette céramique s'inscrit dans la tradition tardive de la céramique nubienne. Le groupe auquel appartient ce vase est attesté entre le XIIe et le XVe siècle en Nubie. Cet objet a été le prétexte, on va dire, d'une publication avec Sylvie Marchand de l'IFAO dans le bulletin de la céramique égyptienne 26 de 2016. Maintenant, je vais me concentrer davantage, abandonner à grand regret les autres structures archéologiques et vous parler de l'image rupestre dans le Wadi Abou Soubeira. Alors je précise que dans le Wadi Abou Soubeira, comme dans la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des sites rupestres du désert oriental, il s'agit de gravures et non pas de peinture. Il n'y a pas de peinture ou quasiment pas de peinture dans le désert oriental pour le 4e millénaire. En revanche, on en connaît dans le désert occidental, de l'autre côté du Nil. Donc il y a une différence entre ces deux parties du désert égyptien, séparées par le Nil, en ce qui concerne les supports. Donc nous aurons ici des gravures et exclusivement des gravures. Alors ces gravures se rattachent à une chronologie assez ample et si on prend en compte toutes les scènes différentes, nous arriverons à 846 représentations d'époques différentes. Sachant que ça ne veut pas dire qu'il y a 846 panneaux, puisque vous pouvez avoir certains panneaux avec plusieurs phases représentées. Vous pouvez avoir des phases anciennes et des phases récentes sur le même bloc. Donc on aura 510 panneaux et 846 ensembles chronologiques. Ces différentes phases chronologiques présentes sont d'abord l'épipaléolithique, la plus ancienne pour les gravures, entre le 11e et le 9e millénaire. Nous n'avons pas dans la concession orientale, contrairement à la concession occidentale qui est explorée par Adel Kilani, de rupestres du paléolithique final, donc plus ancien. Nous commençons, nous, au 11e millénaire, ce qui est déjà très ancien. Nous avons ensuite une phase que nous attribuons au néolithique ancien, puis une phase très importante représentée par plus de 63% des vestiges retrouvés qui est attribuable aux cultures prédynastiques au 4e millénaire. La période pharaonique est présente mais de façon assez modeste, encore plus modeste, mais je tiens à la mentionner même s'il n'y a que 2 panneaux attribués à cette période-là, le groupe C, qui est une culture nubienne, qui se place au 3e millénaire et au début du 2e millénaire, et qui est contemporain de cette phase ancienne de la phase pharaonique, de la période pharaonique qu'on appelle l'Ancien Empire. Nous avons ensuite des gravures modernes à contemporaines et malheureusement un certain nombre d'indéterminés. Ces différentes phases se recoupent en styles et si on fait une synthèse pour l'ensemble du Wadi Abou Soubeira, aussi bien la concession orientale que la concession occidentale, on va trouver 7 styles différents. Le plus ancien, donc présent uniquement dans la concession occidentale, la plus proche de la vallée, et la phase donc, du paléolithique supérieur, qui est ce qu'on a surnommé Lascaux on the Nile, à peu près moins 18 000 avant Jésus-Christ, donc contemporain des grottes de Lascaux. Nous, on n'a pas ça. Le reste, dans le désert, tous ces 6 autres styles sont présents sur les 2 concessions, à savoir les gravures épipaléolithiques, donc je vous l'ai dit 11e, 9e millénaire, des gravures attribuables au néolithique ancien, des gravures de la phase de la culture prédynastique, en particulier de la phase nagadienne au 4e millénaire, des gravures de l'époque pharaonique,
assez peu fréquentes, mais on en a quand même, avec les cultures la culture qui leur est contemporaine du groupe C. Puis nous trouvons des gravures des phases tardives, c'est-à-dire romaines et hellénistiques, en petit nombre, et nous avons regroupé dans un seul style les gravures de l'époque islamique, médiévale et contemporaine. Alors je vais maintenant focaliser un petit peu plus sur les gravures qu'on peut attribuer au prédynastique, c'est-à-dire au 4e millénaire. Avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous donner, en quelques mots, vous exposer notre méthode de travail, en particulier donc comment nous procédons pour enregistrer ces gravures. Notre travail se déroule en 3 phases. La première est une phase de prospection pédestre. Donc nous avons une équipe de prospecteurs qui marchent dans toute l'étendue de la concession, que ce soit au fond du lit du wadi, sur les falaises ou sur les plateaux, et lorsqu'ils trouvent des vestiges rupestres ou matériels ou structures, alors, je ne sais pas si ça se voit trop malheureusement ça ne se voit pas beaucoup, mais ils plantent des bâtons qui sont terminés par une marque de peinture rouge, donc qui permettent de localiser où ils ont trouvé quelque chose. Donc les prospecteurs sont suivis par une deuxième équipe qui vient pour faire d'une part l'enregistrement et la localisation par GPS. Chaque station est localisée avec un GPS qui sera ensuite, les points seront ensuite répertoriés sur des cartes de façon à avoir une cartographie du site. Donc cette deuxième équipe en profite pour regarder si la première n'a rien laissé et surtout fait l'enregistrement à partir de fiches correspondant à des bases de données. L'enregistrement est fait sur des fiches papier sur le terrain qui seront après répertoriées et enregistrées dans une base de données informatisée. Sur cette fiche de données, on note un certain nombre d'informations concernant la localisation, la numérotation des stations et aussi la description qui est faite selon des termes extrêmement normés qui sont adaptés bien sûr au site, aux spécificités du site, mais qui correspondent à des critères qu'on retrouve dans toute l'étude à l'heure actuelle de l'art rupestre saharien. Après cette équipe-là passe une troisième équipe qui est celle des photographes, ou des photographes, donc qui repassent encore une fois, qui vérifient qu'on n'ait rien oublié, qu'on a vraiment bien tout vu, et qui font une couverture photographique des stations ou des objets restant la plupart du temps sur place. On ne dépose que très peu d'objets quasiment pas dans les magasins d'Assouan, tout reste sur place. Et de la même façon, la photographie est faite selon toute une procédure qui a été préétablie et un protocole assez fixe. Donc voilà, on espère avec tout ça ne rien oublier ou ne pas oublier grand-chose. Ces gravures, en réalité, donc, ont la particularité d'être une iconographie d'un art, on va dire, immobilier, donc qui s'entend dans un paysage et qui s'articule avec ce paysage et donc qui est en interrelation avec lui. Et ça nous a permis d'avoir un certain nombre de renseignements et d'informations premières sur cette iconographie et sur les choix qui sont faits. Alors on s'est aperçu, au fur et à mesure des prospections, qu'on ne trouvait pas n'importe quoi, n'importe où, qu'il y avait des zones vides et des zones pleines, en particulier qu'il y avait un étagement vertical dans la distribution des vestiges. Si je commence par la partie la plus basse, ici, le lit du Wadi Abou Soubeira, on ne trouvera pas grand-chose. On ne trouvera pas grand-chose, pourquoi? Parce que c'est une zone qui a été en eau dans les périodes plus humides et qui peut toujours l'être. De temps en temps, tous les 3-4 ans, on a une crue au fond du lit de l'Oued, qui va donc être très violente, assez dévastatrice, et qui va emporter tous les objets mobiliers qui auraient pu rester, que ce soit du lithique ou des céramiques, donc qui vont être emportés et déposés plus loin ou enterrés par les dépôts de sable et d'alluvions qui sont brassés par la crue. Ce qui va rester, ce sont des gros blocs donc, qui vont être gravés et qui n'auront pas été recouverts par les dépôts, parce qu'on imagine qu'il y a un certain nombre de gravures qui sont au fond du lit de l'Oued et qu'on ne verra pas parce qu'elles sont recouvertes, ou à l'heure actuelle parce qu'elles sont recouvertes par le sable. Quand on retrouve de ces gravures, ce sont des gravures prédynastiques, donc indiquées ici en vert, et il n'y a pas grand-chose d'autre. Là où on va trouver le plus de gravures prédynastiques, c'est aux limites de ce lit mineur du wadi et au début, dans la partie basse des falaises qui le bordent.
C'est une zone extrêmement riche où on va trouver donc beaucoup de gravures prédynastiques, mais aussi on va trouver des gravures du style moderne contemporain. Et lorsqu'il y en a, les inscriptions pharaoniques ont toujours été mises à cet endroit-là, de manière à être particulièrement visible, d'assez loin d'ailleurs, aussi loin que c'est possible, lorsqu'on progresse dans le wadi Abou Soubeira. Ce n'est pas toujours le cas du rupestre prédynastique. On comprend dans certains cas, il a été fait pour être à des endroits où il fallait un peu le chercher pour le trouver. Le pharaonique, il faut que ce soit vu de loin. C'est ici aussi qu'on a trouvé, donc en limite de cette première partie de la falaise, le vase nubien d'époque chrétienne. En revanche, la partie haute de la falaise est quasi systématiquement vide, il n'y a rien. On retrouve à nouveau des choses quand on monte tout en haut sur les terrasses, donc il y a à peu près une centaine de mètres du fond du wadi au haut de la terrasse, mais là on ne trouvera plus de gravure rupestre, il n'y a aucune gravure rupestre tout en haut. Ce qu'on va trouver, ce sont des zones de grande concentration d'épandages et d'ateliers de matériel lithique, paléolithique et épipaléolithique. Donc on a un étagement aussi qui correspond à une chronologie. Les choses les plus anciennes sont le plus haut. Les gravures prédynastiques, pour revenir à elles, sont rarement isolées. C'est-à-dire qu'on a souvent plusieurs signes qui composent des scènes. Et ces scènes illustrent un certain nombre de thèmes, de thématiques qu'on peut identifier et donc dont on peut voir ce qu'ils représentent et comment est-ce qu'ils s'organisent. Parmi ces thématiques, la plus fréquente est celle qu'on a appelée la présentation animale, c'est-à-dire une représentation d'un ou de plusieurs animaux, sans présence humaine et sans présence de chien. Le chien est systématiquement un auxiliaire de chasse, donc s'il y a un chien, on tombera dans la catégorie suivante, qui est celle des représentations de chasse. Donc pour ces représentations de chasse, il faut qu'on ait un prédateur, le chasseur ou le chien, et une proie, donc un animal sauvage. Souvent, le prédateur, quand il s'agit d'un être humain, est représenté armé d'un arc. C'est une chasse qui se fait avec des arcs longs. Nous avons aussi des scènes de navigation dont le critère minimum est la présence d'un bateau. Malheureusement, un certain nombre de scènes non identifiables. Et puis ensuite, on va trouver des scènes pastorales, c'est-à-dire des scènes où on aura des représentations d'un personnage humain en compagnie, cette fois-ci, d'animaux domestiques qu'il guide ou qu'il dirige. Ces animaux domestiques sont majoritairement des représentations de bovins, mais nous avons aussi certaines représentations d'ovocaprins. On trouvera ensuite des scènes de guerre, de triomphe ou de domination animale, sur lesquelles je vais revenir plus loin, puisqu'il s'agit de différents types de scènes qui constituent l'iconographie de la violence à laquelle je vais me consacrer tout à l'heure. Au total, 510 scènes ont été décomptées pour la phase prédynastique, ce qui est vraiment un nombre très important. On a vu qu'on avait un étagement vertical dans la répartition des artefacts dans le wadi. On va voir maintenant que nous avons aussi une répartition horizontale au cours de la progression, si on suit la progression dans le limageur du wadi, avec certaines disparités. Ici, on a recoupé tous les thèmes de l'iconographie prédynastique, et vous voyez qu'on a certaines zones avec de très fortes concentrations et des zones de vide. La répartition n'est pas du tout homogène. Il y a des zones de forte concentration, des zones plus moyennes et des zones totalement vides. Pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les raisons de cette répartition, qui est donc hétérogène, il va falloir affiner un petit peu l'approche et voir ce qu'il en est par type de scène représentée. Donc je vous ai mis ici quatre cartes avec les répartitions selon les types de scènes. En haut, vous avez ici les scènes de navigation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une petite barque bleue marquée sur la carte, ça correspond à une scène de navigation. À côté, vous avez les scènes pastorales. Chaque petite crosse orange correspond à une scène pastorale. En dessous, ici, vous avez les scènes de chasse. Vous voyez qu'elles sont très nombreuses. J'ai dit qu'il y en avait 165 tout à l'heure, qui se répartissent aussi d'une manière ordonnée. Et ici sont groupées les scènes de guerre, bataille et les scènes de triomphe, sur lesquelles je reviendrai un peu plus loin. L'analyse des répartitions spatiales des différents types de scènes à l'intérieur de la concession montre que certaines thématiques sont plutôt ubiquistes, ou pour mieux dire transversales, comme ici des scènes de navigation. Cela peut se comprendre s'il s'agit de représentations accompagnant des expéditions se rendant vers l'est, vers la mer Rouge,
en transportant des bateaux démontés. En revanche, d'autres répartitions se révèlent plus surprenantes. Ainsi, on observe une concentration des scènes pastorales, donc ici, dans la partie la plus éloignée de la concession, donc la plus éloignée de la vallée. Or, les données dont nous disposons nous amèneraient plutôt à considérer que les troupeaux auraient été envoyés paître dans le proche désert après les phases de crue, lorsque la végétation recouvre le lit du wadi. Les représentations indiquent le contraire, une présence dans la zone la plus éloignée de l'Inde, et non pas la plus proche. Les scènes de chasse sont très nombreuses, mais elles émaillent particulièrement certaines zones. C'est le cas en particulier du deuxième diverticule nord, ici, qui est un endroit particulièrement propice pour rabattre les proies et les abattre au fond du défilé. En effet, lorsque vous êtes sur place, vous voyez que ce diverticule a des parois extrêmement verticales et abruptes, et qu'il est terminé par un mur vertical qui ferme vraiment ce diverticule et qui piège les animaux. Ils sont dans l'impossibilité de s'échapper. D'ailleurs, devant ce mur vertical, il y a un énorme bloc isolé sur lequel se trouvent de très belles scènes de chasse à la girafe prédynastique. Donc, la fonction, si vous voulez, synégétique de cet endroit pourrait expliquer ce marquage par des scènes de chasse. Le deuxième lieu qui est marqué de façon très forte par les scènes de chasse, c'est le coude que forme le lit majeur, ici, à peu près dans la moitié de la concession, soit à 20 km de l'embouchure. Alors, cet endroit-là est très particulier quand on prospecte dans les lieux et qu'on marche ici. Tant que vous marchez ici dans le lit du wadi, si vous vous retournez vers la vallée, vous voyez la vallée. Vous avez un contact, vous voyez, vous n'êtes pas le Nil lui-même, vous voyez encore les frondaisons des palmiers et vous êtes en contact avec la vallée. À partir de là, vous ne voyez plus. Le wadi forme un coude et vous perdez le contact visuel avec la vallée. Et ce basculement de la visibilité me semble être un élément très important pour la compréhension de l'occupation des lieux, parce que j'ai mis l'hypothèse qu'il permettait de délimiter ce qui correspondrait à un désert proche, cette zone-là, où on voit encore la vallée, et un désert profond, ici, où vous êtes dans un univers qui est totalement fermé, le désert est fermé sur lui-même, vous n'avez plus d'échappatoire vers la vallée. Donc cette zone-là est marquée en tout cas par des scènes de chasse, et son équivalent dans le Wadi Ouch également, l'endroit où on perd le contact avec la vallée. Une zone est encore bien marquée, il s'agit de celle de la confluence entre le Wadi Abou Soubeira ici et le Wadi Kraït dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est même la zone de la plus forte concentration en gravure que nous ayons trouvée jusqu'à maintenant. Elles sont tellement concentrées que ça nous pose des difficultés pour les enregistrer. Ce spot est appelé par les Bédouins le Military Camp, en souvenir du poste de contrôle qui était établi sur les mêmes lieux par l'armée égyptienne au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il est intéressant de voir la permanence des points de contrôle et des usages des lieux entre le 4e millénaire et le 20e siècle de notre ère. C'est probablement pour les mêmes raisons qu'on a ces gravures prédynastiques et que l'armée égyptienne a établi son poste à cet endroit. Une autre manière d'appréhender la nature des représentations est de les répartir selon le statut des animaux figurés, domestiques versus sauvages. Si on regarde la zone que j'ai marquée en rouge, c'est l'ère de prédominance des représentations d'animaux sauvages et de la chasse. En revanche, l'ère marquée en bleu est celle d'apparition des bovins domestiques, des activités de guerre et de pastoralisme. Alors cette répartition est assez surprenante, elle recoupe ou elle correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les scènes pastorales, qui sont aussi dans la partie la plus éloignée. Et encore une fois, intuitivement, on aurait pensé plutôt l'inverse, que des animaux sauvages étaient vers le désert profond et les animaux domestiques plutôt du côté de la vallée. Mais ce n'est pas le cas. Alors pour pouvoir aller plus loin et comprendre ces faits-là, je vais maintenant utiliser un focus sur une des thématiques qui traverse l'iconographie prédynastique en règle générale et voir ce que les données du Wadi Abou Soubeira et les données de l'art rupestre en règle générale peuvent apporter comme élément pour enrichir notre connaissance de cette thématique. Il s'agit de l'iconographie de la violence. Les représentations de la violence au prédynastique peuvent s'exercer sur un humain comme sur un animal sauvage. L'iconographie de la violence est reconnaissable dans les scènes dites de guerre ou de bataille, dans les scènes de victoire ou de triomphe, c'est-à-dire un personnage qui s'impose sur ses opposants, ainsi que dans les scènes de domination animale.
La chasse n'a pas été intégrée ici dans la mesure où sa représentation peut relever de l'expression d'une activité de subsistance correspondant aux activités pratiquées dans les marges désertiques. Elle est très fortement corrélée aux trois autres sujets, mais la chasse a reçu un traitement spécifique dans l'art rupestre, tant par sa fréquence que par sa complexité d'expression, qui nous a amené à la considérer comme un sujet relié, mais à part. La chasse est également la seule de ces activités qui est bien attestée par l'archéologie, avec, par exemple, les tombes de chasseurs, qui sont éventuellement munis de leur équipement, c'est-à-dire d'un arc, et accompagnés de leurs auxiliaires, que sont des chiens, voire même enterrés avec une proie prestigieuse, comme un jeune éléphant. C'était le cas sur le site de Hierakonpolis. Les assemblages phoniques des sites de la vallée montrent aussi l'impact, par ailleurs assez faible, de la chasse dans la diète. Les activités de guerre, ou a fortiori les triomphes, se font particulièrement discrets dans les vestiges archéologiques. Pourtant, sur un site comme celui de Hierakonpolis, les analyses archéozoologiques ont montré que des animaux sauvages avaient été capturés dans le désert, parfois blessés, mais conservés vivants suffisamment longtemps pour que les fractures se ressoudent avant d'être finalement abattus au cours de performances rituelles. Ceci pourrait correspondre à certaines scènes de domination animale, avec des cas de capture au lasso que l'on verra dans quelques minutes. Il est convenu de considérer qu'à partir de Nagada 2D, on voit l'accélération du processus d'accaparement du pouvoir par un seul personnage et son entourage proche. Ce leader émergent est appelé à devenir le pharaon de l'époque historique. L'aspect éventuellement brutal et violent d'une telle mise en place de la concentration de l'autorité, des ressources, comme de la pensée symbolique, n'a laissé que peu de stigmates archéologiques, parfois difficiles à interpréter. Aussi, l'iconographie de la violence, au travers de ses codifications et de ses motivations rituelles, nous permet d'approcher cette réalité fondamentale de l'État égyptien. Même en restreignant notre étude à la seule période prédynastique, soit environ un millénaire d'occupation des lieux, il va sans dire que de nombreux graveurs ont contribué à la création de l'ensemble du Wadi Abou Soubeira, se répartissant sur des générations. On considère généralement qu'une génération équivaut à 20 ans. Ils n'ont certainement pas obéi à un plan initial, fixé dès le départ. En revanche, ils partageaient de toute évidence un ensemble de conceptions, un mode de vie et des représentations sociales communs. Ce sont ceux-ci qui se sont exprimés de manière cohérente à travers leur production. L'intérêt du choix de ce focus sur une thématique en particulier est d'une part de me donner l'opportunité de vous présenter quelques-unes de nos découvertes, mais aussi de replacer ces scènes dans un réseau de relations multiscalaires liées à une analyse paysagère d'un terroir donné, c'est-à-dire utilisant les apports de l'archéologie du paysage, et la mise est de mettre en évidence une sectorisation des scènes prédynastiques. Grâce à celle-ci, notre compréhension globale des phénomènes à l'œuvre est considérablement augmentée, surtout par rapport à une analyse isolée, panneau par panneau, et centrée sur elle-même, où chaque panneau serait considéré comme une unité close, une sorte de tableau. Cette approche, au contraire, intègre l'ensemble des représentations et non plus seulement les plus spectaculaires. Chacune, même modeste, prend sa place dans ce vaste puzzle. Alors, donc cette iconographie de la violence est composée de 3 types de scènes. La première, ce sont les scènes de guerre ou de bataille, qui comprennent d'une part la bataille avec laquelle 2 groupes s'affrontent, et la scène de duel qui n'oppose que 2 belligérants. Elle doit comporter au moins 2 personnages masculins, les belligérants ne sont pas des femmes, armés et qui se battent. Contrairement aux scènes de chasse collective, qui pourraient parfois être confondues avec une scène de bataille, les opposants portent souvent des armes offensives et défensives, avec en particulier ce qui semble être un petit bouclier rond, qu'on trouve ici, et qui est sans référent aucun au point de vue archéologique. Depuis le début de nos prospections, nous avons trouvé 9 scènes de guerre ou de bataille. Donc là, je vous ai mis un premier exemple avec une scène de duel. Vous avez 2 personnages qui s'affrontent, qui sont armés, semble-t-il, d'un gourdin, d'une massue, et de ce petit bouclier rond. Voici un choix de quelques autres de ces représentations. Ici, le centre d'une scène très complexe, où vous avez différents archers, ici, et vous avez un bateau qui est intégré dans cette scène de bataille. En dessous, une autre scène de bataille, avec encore des archers. Alors cette fois-ci, un petit bouclier rond, ou au moins un disque isolé, il n'est pas directement en contact avec un personnage étiphalique ici, et 2 animaux très schématiques intégrés dans la scène.
La troisième scène, en bas, vous montre deux personnages qui s'affrontent. Une expression plus réduite. Les scènes de triomphe ou de victoire sont considérées ici comme des scènes qui comportent au minimum un personnage masculin, le plus souvent vu de face, les bras levés au-dessus de la tête, qui porte un attribut de pouvoir, comme un bâton ou un sceptre, une marque de virilité, une coiffure de plumes ou un étui pénien, et ou une arme, comme un arc ou une massue. Ici, on a plutôt un bâton ou un sceptre. Il peut être en relation avec un ou plusieurs autres personnages en position d'infériorité, qui sont souvent liés à lui, mais toujours plus petits que le personnage victorieux. Nous avons dénombré au total 8 scènes de triomphe ou de victoire. En voici d'autres, un choix de quelques autres. Je voudrais attirer votre attention sur ce personnage central qui est là isolé, mais on va le voir, il fait partie d'une scène extrêmement complexe, et je l'ai juste isolé pour les besoins de la cause, mais on le verra un peu plus loin dans la scène complète. Le troisième cas est celui des scènes de domination animale, qui se distingue de la scène de chasse en ce qu'elle ne montre pas la prédation de l'animal, le gibier donc faisant face au chasseur armé, mais la mainmise sur l'animal qui se traduit par sa capture, au lasso le plus souvent, ou par une monte acrobatique sur un animal réputé incontrôlable, comme un taureau sauvage ou un éléphant. Nous en avons 6. Celle que je vous présente ici est particulièrement intéressante, donc il s'agit simplement du centre d'une scène un peu plus complexe, puisque c'est, à ma connaissance, la première scène de monde animal pour l'Égypte ancienne, donc au 4e millénaire. Il s'agit de taureaux sauvages. Je dis qu'ils sont sauvages de par le contexte dans lequel ils sont placés. Vous voyez qu'un personnage est juché sur le dos. On ne voit pas ses jambes pendre, donc on peut imaginer qu'il se tient en serrant ses genoux contre le flanc de l'animal. Et il s'accroche ici à une corde qui semble être fixée à la corne du taureau, passée derrière lui et le relier à un second personnage resté au sol. Alors j'ai pris le temps de consulter un anthropologue spécialiste de la tauromachie et des jeux taurins et lui demander ce qu'il pensait de cette scène, et il m'a dit que c'était quelque chose de totalement improbable parce qu'en réalité, si dans ce cas de figure-là, la corde gênerait plus le cavalier qu'autre chose parce qu'elle le ferait sauter en l'air. Donc c'est une scène qui n'est absolument pas une scène réaliste et qui ne détaille pas la réalité de cette monte animale. Mais le fait que cette scène ne soit pas réaliste n'a pas grand-chose d'étonnant dans le cadre d'une iconographie préhistorique qui cherche rarement à rendre l'exactitude des détails qu'elle représente. Voici d'autres cas de ces scènes de domination animale. En haut ici, vous avez un éléphant adulte avec un éléphanteau qui a été placé entre sa trompe et son poitrail, et un personnage qui prend appui donc visiblement de sa main, de l'extrémité de son bras, sur la croupe de l'animal pour sauter par-dessus l'animal. Alors je sais que la comparaison est un peu osée et lointaine, mais le fait de voir des personnages sauter sur le dos d'animaux sauvages, ça peut évoquer certaines scènes des palais mycéniens où on voit des jeunes gens donc, se livrer à ce genre d'acrobatie sur le dos de taureaux. Je ne pousserai pas plus loin la comparaison. Je ne ferai pas ça de façon très, très directe. Il n'y a pas de lien évidemment direct entre ça et la scène représentée ici. Les deux autres cas, ici, sont des scènes de capture au lasso de taureaux sauvages, et on voit un bateau qui a été intégré dans cette scène en bas. Voici la dernière scène, extrêmement complexe, que je vous évoquais tout à l'heure, une des plus belles scènes que nous ayons pu trouver. Très difficile aussi d'accès parce que c'était un des blocs qui se trouvait dans le lit mineur du wadi, donc en grande partie recouvert par le sable. Nous avons dû le dégager, et le décor était extrêmement érodé du fait du passage du sable et de l'eau. Donc pour reconstituer ce décor, nous avons eu recours à des techniques de visibilité augmentée en utilisant en particulier ce qu'on appelle la RTI, la Reflectance Transformation Imagery, qui nous a permis de, mieux que l'œil nu, si vous voulez, d'aller au-delà de ce que vous voyez notre œil, pour pouvoir reconstituer ce très beau décor, très complexe, avec donc ce personnage qu'on a vu ici, mouvement de victoire. Vous avez ici les scènes de capture au lasso de taureau, vous avez ici des représentations isolées d'éléphants, et vous avez des scènes de chasse avec de nombreux chiens qui entourent des archers.
L'analyse de la répartition spatiale de ces scènes, qu'on voit ici sur cette carte, montre une distribution qui ne doit rien au hasard, mais qui ponctue des articulations dans la progression ouest-est, c'est-à-dire aval vers amont, à l'intérieur du wadi. Ainsi, les scènes de triomphe se trouvent à l'entrée de la concession, à l'ouest, et au coude que fait le lit majeur au centre de la concession. A l'inverse, les scènes de guerre sont placées au coude, toujours ce coude, voilà, et à l'extrémité est, à l'intersection avec le wadi Krait. Les scènes de domination animale sont présentes sur les 3 zones de focus, mais vous voyez que les zones entre ces 3 zones de focus sont vides. La répartition spatiale révèle une logique territoriale à l'œuvre qui voit le marquage de certaines articulations dans le paysage, en particulier les points de basculement qui correspondent à la perte de contact visuel avec la vallée d'une part, et d'autre part le confluent avec le wadi Krait. L'espace a été découpé arbitrairement par la concession, par le tracé de la concession, mais il est inégal et certaines zones ont une attractivité beaucoup plus forte que d'autres. Grâce aux données du désert, on s'aperçoit que la violence et le contrôle s'exercent même à distance de la vallée et ne lui sont pas directement corrélés. Les continuités entre la vallée et le désert s'expriment au travers des pratiques comme l'activité pastorale, le contrôle du territoire, le flux des matières premières ou le déplacement des populations. Alors je voudrais maintenant, si ça passe, voilà, faire une petite comparaison ou un petit regard sur ce qui se passe, sur ce qu'il en est de l'iconographie de la violence dans la vallée, dans les objets qui proviennent de la vallée. J'ai choisi ici 3 vases qui proviennent de tombes, qui sont datés de Nagada 1, donc ces vases sont peints, c'est ce qu'on appelle des White Cross Lines, et vous voyez sur ces White Cross Lines 3 scènes de victoire, donc la même thématique traitée d'une manière un petit peu différente. À l'autre extrémité de mon échelle chronologique, à Nagada 3, nous avons en provenance non pas de tombes mais de dépôts cultuels, nous avons des palettes ornées, avec ici la très célèbre palette de Narmer, mais aussi la palette du champ de bataille. Et vous voyez sur la palette de Narmer le souverain en train de massacrer un ennemi, et ici sur la palette du champ de bataille, le souverain représenté sous les traits d'un lion en train de dévorer un ennemi défait, donc au milieu d'un champ de bataille, avec les vautours qui viennent dévorer les cavales. Une autre manière de traiter cette thématique de la violence est rendue ici par ces petites statuettes, aussi de Nagada 3, où vous voyez des prisonniers agenouillés, les bras liés derrière le dos, donc liés par les coudes maintenus dans le dos, et agenouillés dans une position de défaite. Un autre objet qui rend compte de cette violence, ce sont ces têtes de massue en pierre, qui sont probablement plus des objets de prestige que des objets usuels et courants, ce qu'on peut voir avec le choix de matières premières et de la plus-value esthétique que leur donne le choix des pierres qui a été fait ici. La mise en perspective de cette iconographie du désert avec celle de la vallée, qui est mieux connue et ce depuis plus longtemps, donne un éclairage décentré sur la mise en place d'un pouvoir qui se manifeste en gros par le contrôle d'un territoire donné et composite, qui est clairement et concrètement délimité, et par le contrôle des activités qui s'y déroulent. Ces activités correspondent à l'exploitation de différents terroirs, avec au centre le Nil, ses rives de part et d'autre, les marges désertiques un peu plus loin, et tout au fond, le désert profond. Au travers du maillage du territoire, l'iconographie se déploie dans un espace marginal qu'elle contribue à construire et à intégrer dans l'univers prédynastique. Parce qu'il est temps maintenant de conclure, je voudrais tout d'abord exprimer le souhait de pouvoir continuer quelques années encore à travailler dans cette vallée. Une extension vers l'est a été demandée aux autorités égyptiennes pour la prochaine campagne. Nous voudrions en particulier savoir si la densité des vestiges rupestres reste aussi forte en continuant à s'éloigner de la vallée, ou si elle s'amenuise après une certaine distance, ce qui marquerait la limite des territoires exploités. Pour l'instant, à notre grand regret, quasiment pas de vestiges matériels n'a pu être mis en regard du rupestre prédynastique. Ni tombes, ni lithiques, ni céramiques ne sont clairement datables de cette période. Cette absence totale nous pose question, quand toutes les autres périodes sont représentées, sauf le paléolithique, comme je l'ai dit au début de cette présentation. Par une approche systématique, avec une progression certes lente, nous avons mis 7 ans, mais aussi exhaustive que possible, nous espérons pouvoir intégrer l'étude de l'image dans son contexte général et contribuer à la compréhension de la période en mettant en balance ces données du désert avec celles qui proviennent de la vallée, sur des supports et dans des contextes différents.
Il est à noter la rareté de cette situation, c'est-à-dire d'avoir des images à mettre en relation avec une culture matérielle et un contexte chronologique clairement établi, qui fait en réalité figure de modèle pour l'art rupestre saharien en général, dans lequel les représentations sont le plus souvent totalement décontextualisées et isolées. Ici, au contraire, les représentations du Wadi Abou Soubeira peuvent prendre place dans un vaste ensemble et enrichir notre connaissance de l'Égypte pré-pharaonique. Je vous remercie pour votre attention.